Prenez arme, commencez à faire chose qui... C'est juste compensation. En fait, si un jour nous arrivons au gouvernement, nous allons changer la loi. Et beaucoup. Nous avons juste besoin de terre. Je suis maintenant 10 générations en Afrique. Maintenant 420 000 kilomètres sur. Imaginez. Que vous avez une entreprise prospère, vous êtes important pour le pays, vous créez des emplois. Le gouvernement vous soutient. Et soudain, ce même gouvernement se retourne et commence à détruire votre entreprise. Pas même pour la prendre pour quelqu'un d'autre, mais vraiment pour la briser. Et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la politique a vaincu l'économie. Cela semble monstrueux, car la pauvreté est extrême. Et soudain, vous commencez à détruire les mêmes secteurs qui vous rapportaient des revenus. C'est tellement absurde que c'en est fascinant. Nous sommes dans la partie sud du continent africain, en Namibie. Un grand pays, riche en ressources, on y extrait de l'uranium, des diamants. Et c'est un pays agricole. 70% de la population travaille dans l'agriculture ou dans des secteurs connexes. La Namibie a beaucoup de terres, des étendues infinies, avec une population de seulement 3 millions. Cela fait moins de 4 personnes par kilomètre carré. C'est l'un des pays les moins peuplés du monde. Et dans ce pays, les gens manquent de terre. Regardez, à gauche et à droite de la route, tout est clôturé. Vous pouvez sortir de la voiture, mais vous promenez car tout est privé et divisé. La plupart des terres privées sont entre les mains de fermiers blancs. Et les blancs représentent moins de 2% de la population en Namibie. Et les Noirs n'ont rien. Ils sont pauvres dans leur propre pays. Le gouvernement est sous la pression de la gauche. La gauche exige de commencer une réforme agraire et cela crée une tension terrible. C'est merci. Aditya. Bonjour Aditya. Le parti du mouvement des Sans-Terres. Il est représenté au Parlement et espère entrer au gouvernement sur ce thème. Alexandre. Et voici l'un de ses agitateurs les plus connus, Michael Amushilela. Michael est connu dans tout le pays. Il parcourt partout. Il fait campagne 24 heures sur 24. Son deuxième prénom est Saddam. Michael, Saddam Amushilela en l'honneur. Je ne veux pas. Nous sommes habitués à Aka. Michael aime aussi beaucoup Fidel Castro. Et en général, c'est un pur marxiste-léniniste. Chez lui, tout est classique. La terre aux paysans, les usines aux ouvriers. Actuellement, notre richesse est concentrée entre les mains de très peu de personnes. Alors, commençons d'abord par la redistribution des terres. Et ensuite, nous veillons à ce que notre peuple ait des emplois. Et ces emplois ne peuvent venir que si nous avons des usines. Nous nous sommes rencontrés dans la capitale de la Namibie avant les élections générales. C'est là. Prison de Windhoek. Donc, c'est la prison où je suis toujours emmené quand je suis arrêté pour mon activisme. Je voulais vous demander si vous connaissez l'endroit. Oui, c'est... Combien de fois avez-vous été arrêté l'année dernière? L'année dernière. L'année dernière, j'ai été arrêté 3 fois et j'ai passé environ 7 mois en prison. Et cette arrestation était due au fait que le jour de notre indépendance, qui est célébré le 21 mars, nous, avec de nombreux jeunes chômeurs, nous nous sommes levés et avons dit « Pourquoi organisons-nous cet événement pour gaspiller autant d'argent alors que nous avons des problèmes qui doivent être résolus ?» Nous étions 3 à être arrêtés. 2 ont eu une libération sous caution, moi refusé. Oh, parce qu'ils vous connaissent trop bien. D'accord. Donc, c'est toujours drôle. Les gauchistes sentent que le moment est venu de renverser le parti au pouvoir, la SWAPO. Elle a conduit la Namibie à l'indépendance et gouverne depuis 34 ans sans interruption. Donc, voici les bureaux du parti au pouvoir. Oh, vrai. Oui. Tu ne le vois pas? Oui, je le vois. Construire un énorme, à côté d'un hôpital qui tombe en ruine. Imaginez, c'est apparemment un parti qui aime son peuple.
qui appartient la statue dorée? C'est le fondateur, le soi-disant père fondateur. Il l'appelle Sem Nujoma. Sem Nujoma. Oui, c'est sa statue avec un bébé chinois. Quoi bébé chinois? Le bâtiment sponsorisé par les Chinois. Le SWAPO a-t-il des liens avec les Chinois? Oui, le SWAPO a des liens sérieux avec les Chinois. C'est pourquoi vous remarquerez dans ce pays que les Chinois ont pris le contrôle de toutes les industries. Ce qui est intéressant, que le SWAPO est arrivé au pouvoir. Lors de la guerre d'indépendance, ils ont promis une réforme agraire. Après la victoire de Sam Nujoma, il a déclaré « Maintenant, nous sommes les maîtres des terres de nos ancêtres ». Et bien sûr, ce n'était pas vrai. Sam Nujoma le savait mieux que quiconque, car lors des négociations avec les Blancs pour le transfert du pouvoir, le SWAPO a soudainement renoncé à cette exigence et a accepté de laisser la terre entre les mains des fermiers blancs. Pourquoi ont-ils fait cela? C'est ainsi que vivaient les gens, laissés sans terre et sans propriété. C'est un camp pour les pauvres dans la zone urbaine de Windhoek. C'est une terre non libre. Il y avait autrefois un stade ici. Le gouvernement a relogé les sans-abri ici pendant le Covid et les a laissés ici jusqu'à présent. Amushelela fait campagne parmi les pauvres, nombreux en Namibie. Il s'aventure dans des bidonvilles où le pouvoir ne va pas. Avez-vous des services médicaux ou quelque chose? Rien, rien. Nous ne voulons absolument rien, rien du tout. Nous voulons juste de l'air sec, de l'électricité et rien d'autre. Non, pas d'eau, pas d'électricité. Non, oui. Oui, rien. Maar daar heeft je iets wat licht is. Een zoepak laat die mensen zien hoe leven mensen. Viens, regarde ça. Mais nous ne pouvons pas cuisiner ici. Ce ne sont pas des conditions pour... La naissance d'un enfant. Nous avons juste besoin de terre. Depuis que mes parents sont morts, ma mère est décédée. Elle a étudié la terre, mais elle n'a jamais reçu. Nous sommes nés ici, 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 ici. Nous n'avons pas été à l'école à cause du désert dans lequel nous vivions. Nous sommes nés dans les rues, ma mère et moi. Est-il possible d'aménager des jardins potagers directement sur cet ancien stade? C'est probablement possible, car ce n'est pas du béton, mais une sorte de terre. Tout doit être arrosé, et ils n'ont pas beaucoup d'eau. L'eau est fournie par la ville. Entretenir un potager avec de l'eau achetée, c'est totalement irréaliste. Étant donné qu'ils sont tout de même des citadins, ils envisagent de trouver un emploi dans une station de lavage automobile. En principe, c'est tout à fait normal. Mais le problème est que, puisqu'ils sont manifestement pauvres, cela se voit clairement. Ils portent des haillons, ces haillons déchirés. Et à côté, tous ces quartiers ont formé des patrouilles pour surveiller les étrangers. Dès qu'il apparaît près de la station de lavage, on le prend par le col et on le chasse. Et voilà, un des habitants de ce camp nous montrait qu'il cultive directement des semis ici pour les vendre aux citadins et joindre les deux bouts d'une manière ou d'une autre. Et il nous a convaincus que si on lui donnait un terrain quelque part au village, il s'y installerait, comme un horticulteur. Peut-être oui, peut-être non, nous ne savons pas. Pour produire moi-même, pour faire quelque chose pour mes propres fins, vous comprenez? Même ces fleurs, ces feuilles que je fais pour moi-même, juste pour survivre moi-même, vous comprenez? Pour vendre dans rue, aux gens, pour vendre rue, les gens. PM. Nous sommes unis. Nous sommes unis. Nous sommes unis, ensemble toujours. LPM, Nous sommes unis. Les gens disent qu'en Afrique, il y a des pays avec de l'extrémisme. Mais que s'attendent les gens? Si les gens vivent comme nous, c'est-à-dire que quelques personnes vivent très bien dans notre société moderne et prospèrent de manière significative, à la fin, Les gens vont lever les mains et commencer à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Des légendes circulent sur leurs richesses. C'est pourquoi ils sont chassés. Des bandes errantes chassent des immigrants des pays voisins, attaquent les maisons des fermiers blancs, les tuent, cherchent des trésors et des armes. C'est vrai, c'est principalement en Afrique du Sud, mais en Namibie, il y a aussi leur propre gang. Donc, il faut encore chercher les fermiers. On nous a dit que dans une petite ville au nord de la Namibie, il y a un bar pour les initiés où se rassemblent les fermiers.
ce bar n'a pas d'enseigne. Pour y accéder, il faut passer de la rue par l'atelier d'un taxidermiste. Le fait est que les fermiers se cachent vraiment. Ils ne révèlent pas facilement leur lieu de rassemblement. C'est simplement par connaissance qu'on nous a révélé que vous pouvez trouver ce fermier-là. Ici, parce qu'il y a un bar comme celui-ci, mais vous ne le trouverez pas facilement. Nous vous dirons comment le trouver. Si vous marchez simplement dans la rue, ce bar est invisible. Vous ignorez les rassemblements. Les initiés peuvent savoir, mais de l'extérieur, non, non, non. Ici, nous avons un rendez-vous pour un verre de whisky avec Dirk Potgieter. Il est un fermier blanc, mais il est aussi autochtone africain que beaucoup de Noirs. De plus, il a même plus de droits de se dire local que ces Africains noirs qui ont migré ici il y a 100-150 ans. Je suis en Afrique au Xe siècle, au Cap, 1732. Mon arrière-arrière-grand-père. Je suis au Xe siècle en Afrique et au IIIe siècle en Namibie. J'ai acheté la première partie en 2010, donc j'ai maintenant seulement 14 ans. J'ai commencé dans la région nord-est où je me suis formé avec mon oncle et mon père dans les années 1980. À l'époque où la mer entre dans la mer, nous avons déménagé vers une meilleure ferme. Eh bien, Dirk, selon tous les critères, un acquéreur de bonne foi. Il a acheté ce terrain avec de l'argent. Et si à sa place se trouvait un fermier noir, il n'y aurait aucune question à son sujet. Mais ici, puisque Dirk est blanc, il doit en quelque sorte répondre de tous les péchés des générations précédentes de fermiers blancs. Non, il est clair que les premiers colons n'ont pas acquis la terre légalement. Des saisies ont chassé les locaux, il y avait des transactions douteuses avec les chefs locaux. En gros, bien sûr, tout était selon les lois de l'époque. Une époque coloniale injuste. C'était le principal choc lorsque leurs ancêtres ont été chassés de leurs terres, les colonisateurs. Ainsi, selon les Noirs, pour rétablir la justice, il faut reprendre la terre aux Blancs et la rendre aux Noirs. Dirk a accepté de nous montrer sa ferme, mais pour cela, il faudra se lever tôt, vers 5 heures. Donc, on se retrouve à l'aube. C'est bien, j'ai tout à 15-10, en particulier à 60 UH. Je regarde, j'ai mangé, et toi, souche et filante? C'est juste pour commencer. Juste pour commencer à travailler sur cette terre, il faut investir 15 à 20 000 $ dans les puits, les clôtures et les routes. Dirk élève des vaches dans cette ferme. Le bœuf namibien est célèbre dans le monde entier. Elle est volontiers achetée en Europe. Actuellement, la ferme est calme parce que Dirk a emmené ses animaux à une vente aux enchères en ville. Il prend des jeunes taureaux pour l'engraissement. L'herbe va bientôt pousser et il en achètera de nouveaux. Il a généralement 3000 vaches dans sa ferme. Au prix actuel, cela représente environ 1200 000 $ américains. Avez-vous beaucoup de dégâts causés par... Oui, il y a beaucoup de termites, sont une menace. Ils prennent tout cela et s'en vont. Ils les attrapent dans les bottes. Oui, oui. C'est pourquoi il y en a vraiment beaucoup. Tant. Oui, oui. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Combien cela représente-t-il en bois? Seulement environ 4 petits morceaux et au total, cela fait environ 9000 hectares environ. 9000 hectares, c'est beaucoup. C'est comme 12 000 terrains de football. Mais pour la Namibie, c'est normal, un peu au-dessus de la moyenne, parce que les fermes ici sont énormes. Mais il y a si peu d'eau ici. La Namibie est le pays le plus aride au sud du Sahara. Et maintenant, il y a la sécheresse. C'est la pire pluie que nous ayons entendue à Amabi. Toute l'eau qui vient des forages, nous avons foré environ 100 mètres, 70-100 mètres, pour obtenir de l'eau. Et nous avons utilisé plusieurs vis et nous avons utilisé certaines pompes. Certains forages font environ 200 mètres de long. Avant, quand il y avait des pluies, normales, quand le climat n'était pas encore devenu fou, on pouvait encore compter sur les pluies d'été, sur l'hiver, pour récolter quelque chose. Maintenant, la sécheresse dure depuis plusieurs années d'affilée, c'est effrayant, des hivers arides. Et c'est vraiment un problème. Sans pluie, on ne peut aller nulle part. Les agriculteurs font faillite, tout le monde a faim, c'est terrible. Il faut acheter des fourrages et des vaccins en Afrique du Sud. Le business est au bord de la survie. Vous travaillez. Pour de grands agriculteurs? Oui. D'habitude, nous travaillons entre 60 et 120 personnes.
Cela s'appelle travailleurs professionnels parce que nous recevons le salaire minimum et seulement pendant 4 mois, nous recevons quelque chose de supplémentaire. Mais le travail agricole en Namibie fournit 75% de tous les salaires dans la région. Le grand problème avec ces fermes, c'est qu'elles sont énormes, mais nécessitent très peu de travailleurs. Si tu as 20 travailleurs, tu peux facilement gérer une ferme de 9000 hectares. Et c'est un problème, parce que tu ne peux pas embaucher beaucoup de gens, ils ne te sont tout simplement pas nécessaires. Lorsque la Namibie est devenue indépendante, le parti a déclaré qu'il rachèterait les terres aux Blancs pour les donner aux Noirs. Mais cela avançait très lentement. Il réussissait à redistribuer 1% des terres par an. J'ai mentionné cette politique stupide appelée « je peux acheter, je peux vendre ». Voici le problème que j'ai. Ces gens ont pris cette terre de manière urgente. Maintenant, si vous voulez que les gens récupèrent leur terre, vous devez l'acheter. C'est comme un voleur invisible dans votre propre maison qui a sournoisement volé tous vos précieux biens. Et maintenant, vous devez racheter vos propres biens que ce voleur a injustement volés. Les gens peuvent dire que c'est comme si tu te retrouvais dans de vraiment mauvais endroits, mais tu ne montres pas ce qu'est la vraie vie. À quel point est-ce un gros problème? Combien de personnes vivent dans les conditions que nous venons de voir? 1 million de personnes vivent dans... Et vous allez le voir par vous-même. Cela continue encore et encore. Vous proposez, maintenant, il est temps de mettre de l'argent, d'accord? Juste bêtement, André l'idiot. Et de cela, voici la femme, la plus proche. De diviser la terre en parcelles et de les donner aux propriétaires. Oui, c'est ce qui s'est passé au Zimbabwe, pratiquement ce qui s'est passé au Zimbabwe. Ils ont donné aux Blancs une demi-heure pour faire leur bagage, les ont expulsés, certains ont été battus, d'autres tués. Ils ont tué aussi des Noirs qui travaillaient dans ces fermes. En gros, ces fermes blanches ont été prises par d'anciens guérilleros, partisans de Robert Mugabe. Étant d'anciens guérilleros, ils n'ont pas travaillé dans ces fermes. Les fermes ont été incendiées et l'agriculture au Zimbabwe est tombée en ruine. Et cela a entraîné toutes les autres industries avec elle. Pour couvrir le déficit, le gouvernement a décidé de causer l'hyperinflation. C'était phénoménal. Ce cas est entré dans tous les manuels. Là-bas, l'inflation était tout simplement sans précédent. Des billets de 100 milliards et même de 100 trillions de dollars locaux ont été émis. Et ces billets, avec un nombre énorme de zéros, ne valaient déjà rien au moment de leur émission. $10 for what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. $10. Aujourd'hui, ces billets sont vendus comme souvenirs aux étrangers. Pour tout le paquet, environ $10 américains. Et en tant que souvenir, ces billets valent plus qu'ils ne valaient autrefois en tant que monnaie. Parce que $10, c'est plutôt bien. En fin de compte, tout s'est terminé assez tristement pour Robert Mugabe lui-même. Il a été écarté par ses propres partisans et le successeur de Mugabe a décidé de renverser la situation et a invité les fermiers blancs à revenir, leur promettant une compensation, de restituer leurs propriétés, etc. Eux sont revenus. Et après 25 ans, qu'avons-nous? Le Zimbabwe n'est pas un pays pauvre, il extrait de l'or et jusqu'à présent, les autorités ont du mal à introduire leur propre monnaie nationale en circulation. Le dollar américain est toujours en usage là-bas. Les combattants pour l'indépendance en Namibie n'ont-ils pas organisé la redistribution des terres après la victoire? Les gens se sont battus. Nous parlons avec un historien d'Afrique Sud, professeur Tula Simpson. Simplex à ce sujet avec l'historien d'Afrique du Sud, le professeur Tula Simpson, en discutant des implications historiques et contemporaines et les perspectives futures de l'agriculture en Afrique du Sud. Je veux devenir fermier, ainsi que les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs aujourd'hui, ce qui s'est passé dans de nombreux notre local. Ils ont choisi en fait l'option de l'argent plutôt que la terre. Les gens ne veulent pas simplement hériter d'un terrain vague et essayer de le transformer à leur manière en tant que fermiers. Notre viande. Le guide sud-africain André observe qu'il n'y a pas beaucoup de gens voulant retourner sur la terre de leurs ancêtres pour y faire de l'agriculture. Une chose, et ils ont lu les jeux de culture. J'ai un ami qui m'a dit que si je lui demandais ce qu'il voulait faire,
il ne voulait pas devenir fermier. Il voulait travailler au département de l'agriculture. C'est en fait, en réalité, une véritable tromperie si tu leur dis que tu vas créer une ferme. C'est en fait une tromperie. Cela signifie véritablement que tu es en haut de l'échelle. Mais la Namibie est un pays plus rural que l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a ici, les gens veulent reprendre la terre? Ou est-ce déjà une question de principe? Expulser les fermiers blancs pour qu'ils ne vivent pas si bien. Peux-tu vraiment en gérer une? Oui. Tiens, Justin. Ah, c'est un ancien. Tu peux le garder. Je peux venir jusqu'à toi? Tu as la photo. Oui, c'est pour la photo. Je suis un géologue. Pendant toutes ces années, personne n'a essayé de lui prendre sa terre. Mais beaucoup ont essayé de lui prendre ses vaches. Nous devons compter notre bétail parce que nous avons reçu des portails. Fabrique portail. Et les gars du village, certains Sénéca, qui installent et apportent à Aranda ou à Vanta ou à Abamalan. Et si vous voulez vous en débarrasser, vous devez prendre un camion ou autre chose. Oui, ils viennent de la ville, ils lâchent des oiseaux, ils vont aux champignons, ils secouent les oiseaux ou le feu, et quand le prochain oiseau arrive, ils le lâchent, ils le capturent. Et quand le prochain oiseau arrive, ils le sortent rapidement et ils partent. Nous couvrons environ tous les 5-10 km environ et nous résolvons tous les problèmes que nous connaissons. Si nous avons des problèmes, nous les appelons simplement et nous aidons la police à les résoudre. Combien de forces de police avons-nous pour aider? Pas assez. Quand nous appelons, pas de voiture. Habituellement, nous montons d'abord dans la voiture, puis nous appelons la police. Viennent-ils en paix? Ils mangent tout. Ils sont omnivores. Ils mangent de l'herbe, ils mangent des scorpions, ils mangent des agneaux, ils mangent n'importe quoi. La Terre a un attrait résiduel très puissant sur les cordes sensibles des gens. Il y a cette idée que, vous savez, les oppresseurs blancs l'ont prise, mais à bien des égards, ce n'est même plus ça. Vous avez des multinationales, dont viennent du Moyen-Orient, qui s'installent et achètent des terres en Afrique. Il n'y a pas de fermiers locataires individuels. Il y a une sorte de discours résiduel basé sur l'identité autour de la terre. Et il y a une sorte de réalité pratique dans de nombreuses circonstances qui la rend moins volatile que ce que les gens pensent parfois. Si un jour nous arrivons au gouvernement, nous allons changer la loi et nous allons exproprier la terre sans aucune compensation. Si vous entrez au Zimbabwe comme il le conseille, alors les fermiers blancs ont simplement été envoyés aux quatre coins. Ils ont été expulsés de la ferme et ensuite, vous pouvez aller où vous voulez. En réalité, ces personnes, si nous parlons de l'expérience du Zimbabwe, elles sont parties pour d'autres pays, pour les pays voisins. Il s'avère qu'après de nombreuses générations, les Blancs continuent de porter la responsabilité de ce que les premiers colons ont fait. C'est complètement impensable. Si vous allez plus loin, alors les fermiers blancs sont vraiment au XXe siècle. Ils ont obtenu un peu de préférence parce que le gouvernement blanc, l'UAR, subventionnait les fermiers blancs en raison de politiques économiques et sociales pour soutenir et promouvoir l'agriculture blanche et assurer leur prospérité continue. Il n'y avait pas d'autre. Option disponible, principalement en raison de la présence de l'or, qui était la cause principale de cette situation particulière et unique. Parce que Leila nous a amenés au camp où vivent aujourd'hui les anciens combattants pour l'indépendance de la Namibie. Ils étudiaient en Angola, dans des camps soviétiques. De là, ils faisaient des voyages dans Namibie, combattaient, gagnaient. Et finalement, étant retournés dans leur pays, ils n'ont rien obtenu. Pas un seul centime. Près de leur campement, juste à proximité, se trouve le campement de leurs anciens ennemis, de la tribu Imba. Ce sont les personnes qui étaient autrefois engagées par le gouvernement blanc pour combattre les rebelles. Et maintenant, ils n'ont rien reçu en retour. Showbox le Ganesha, le pulmonaire et Dilinia a montré Badla Imba. Oui, Trisha Badla Ovambo. Saddam. Et supposé.
C'était un stade, anciennement. Autrefois. Autrefois. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus d'herbe. Ces jeunes veulent devenir de futurs athlètes, mais ce sont les conditions dans lesquelles ils doivent s'entraîner. Pourquoi est-il dans un tel état d'abandon? Ont-ils construit un autre à la place de celui-ci? Non, en fait, c'est vraiment dommage là-bas. Dommage. Tous nos matchs de football internationaux, nous devons aller les jouer en Afrique du Sud parce que nous n'avons pas de stade. Bah. Incroyable. Pas un seul. Pas un seul qui soit approuvé par la FIFA. Donc en 1990, nous avons littéralement reçu un pays qui fonctionnait. Les routes étaient là, les écoles étaient là, les hôpitaux étaient là, les lignes électriques étaient là, tout était là. Maintenant, au lieu que ce gouvernement actuel se contente de construire sur ce qui était déjà fait, ils ont commencé à construire. Un complexe fixe pour les ministres. Bien sûr, c'est cher. Quand le marxiste-léniniste vous fait une déclaration sérieuse disant qu'avec le gouvernement blanc, tout fonctionnait, mais les combattants pour l'indépendance sont venus et ont tout ruiné. Le nouveau gouvernement a tenté d'agir, ils ont donné la terre aux pauvres. Il ne suffit pas de donner la terre, il faut aussi leur apporter de l'eau et cela coûte de l'argent. Ils ont besoin qu'on leur apporte du bétail. Les bâtiments, encore une fois, de l'argent. Et puis les pauvres se plaignent qu'ils sont ruinés. Rien ne fonctionne, ils sont encore endettés, on ne sait pas trop quoi. Il y avait des exemples précis de tels transferts. Par exemple, en Namibie, il y avait une ferme qui cultivait des fleurs pour le marché européen. Le gouvernement a pensé, si nous donnons cette ferme aux travailleurs, ils sauront quoi faire. Ils l'ont donnée. Rien n'a fonctionné. Parce que les travailleurs n'avaient pas de capital, les travailleurs n'avaient pas de contact avec les acheteurs. En général, la ferme a été détruite. Un autre exemple était une bonne ferme avec 6000 oliviers. Pour une raison quelconque, elle a été donnée au service national de renseignement. Les éclaireurs n'ont pas arrosé ces arbres et 6000 oliviers ont naturellement séché. Et au début des années 2000, le gouvernement a décidé, et si nous donnions la terre non pas aux plus pauvres, mais aux personnes de la classe moyenne. Mais cela a laissé les pauvres en dehors de ce schéma et cela s'est avéré intéressant. Par exemple, tous les ministres du gouvernement ont pris le contrôle des fermes. De plus, ces riches agriculteurs noirs se comportèrent sur ces terres comme des colonisateurs blancs. Ils ont découpé la terre du fond de l'État, de la terre commune. Et puis il y a eu des discussions sur le fait que tout cela continue. Les agriculteurs blancs viennent en fait du côté des riches noirs, afin de redistribuer la terre en leur faveur. C'est-à-dire que toute l'histoire avec la terre s'est avérée avoir un double fond. Il risque que si les gens obtiennent des terres, ils les utilisent comme garantie pour les banques et obtenir des prêts et perdre la terre. Mais ensuite, vous aviez la terre perdue. Ne blâmez personne. Avez-vous calculé quelle terre chaque Namibien obtiendra si cette réforme continue? Nous avons fait les calculs. Chaque Namibien peut obtenir environ 12 à 13 hectares de terre. Ici, Amushilelo tombe dans une pente bourgeoise. Lénine, dès 1907, a déterminé que les petites exploitations paysannes sont inefficaces. Elles perdent face aux grandes. Par conséquent, lorsque la révolution de 1917 est arrivée, le slogan « La terre aux paysans » ne signifiait pas du tout que la terre serait maintenant découpée en morceaux et donnée aux paysans. Non, cela signifiait la nationalisation de la terre. Pourquoi avons-nous fini avec un kolkhoz? Eh bien, Lénine est loin. Namibie. La Namibie a également traité cette question. Et le ministère des Ressources foncières a décidé que les petites entreprises sont vraiment inefficaces. Les grandes sont nécessaires. Nous sommes allés avec Dirk à une vente aux enchères où les agriculteurs vendent leur bétail aux acheteurs. Nous venions loin, entendu des sons, pensé qu'il se passait quelque chose, au loin, comme une bataille de rap. Parce que, eh bien, il était difficile de croire que c'était ainsi qu'une vente aux enchères d'animaux se déroulait. Tout était prononcé à une telle vitesse qu'Eminem pourrait se reposer. La vente aux enchères est un tel symbole de l'agriculture commerciale parce qu'ici tout est porté à la perfection. Ici tout le monde se connaît, tout le monde se comprend. D'un geste, ils ne perdent pas une minute. Rapidement, en un instant, un troupeau qui vaut des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars passent de main en main.
Quel est, selon toi, exactement le plus petit agriculteur qui peut exister pour être efficace? Je pense que dans cette région, il devrait y avoir environ 4500, 5000 hectares pour survivre. Pas pour gagner de l'argent, mais pour survivre. Parce que si l'agriculteur est de petite taille, il ne survivra pas, certainement. Parce qu'il faut connaître ces forêts, c'est-à-dire avoir une connaissance approfondie de chaque type d'arbre et de leur écosystème. Ces arbres, comprendre la nature dans toute sa complexité et diversité, savoir ce qui est possible dans quelle région en tenant compte des conditions climatiques et géographiques spécifiques, et être en phase avec le marché, ce qui implique une analyse constante des tendances pour vendre au bon moment. Parce que les conditions sont très mauvaises, les sols sont arides. Personne n'arrose ni ne fertilise ce sol. Tout dépend de la pluie. Il a plu, c'est merveilleux. Aucune catastrophe ne s'est produite. Et aucune compagnie d'assurance ne te couvrira pour ce cas, qu'il pleuve ou non. Et c'est une agriculture fataliste, où tu te contentes de t'asseoir et de regarder si la pluie va tomber ou non. Et quant au prix, c'est aussi incertain. Et dans ces conditions, ce sont les grandes exploitations qui survivent de mieux. La pauvreté n'a pas été vaincue depuis 30 ans. Et qu'est-ce qui changera si on retire la terre aux Blancs? La pauvreté reculera-t-elle ou empirera-t-elle? Si vous arrivez dans la rue la nuit, à un moment donné, vous trouverez une jeune femme qui se prostitue et elle la vend pour 20 $ ou même 20 $, ce qui est presque incroyable, à peine comme 1 $. Voici une immense ville de bidonville à la périphérie de Windhoek. Personne n'a bien sûr de droit sur la terre. Ce sont les terres de la ville. Il y a 30 ans, les autorités ont décidé de créer ici un camp pour accueillir les migrants. Ils ont amené l'eau ici, puis tout est devenu incontrôlable. C'est vraiment impressionnant. Des bidonvilles qui s'étendent d'horizon en horizon, tout y est entassé de manière complètement chaotique. Et pourtant, il y a une sorte de système avec ces petites rues, quelques cafés, des bars, mais en même temps, il est absolument impossible d'améliorer quoi que ce soit là-bas. Parce que, disons, une entreprise a décidé d'y installer un système d'égout. Et où va-t-elle l'acheminer? C'est incompréhensible, parce que ces cabanes, elles sont là aujourd'hui, et demain, elles n'y sont plus. De nouvelles apparaissent, une saleté effroyable, des maladies, et des foules de gens qui errent sans but. L'endroit s'appelle La Havane. C'est nommé d'après la Havane à Cuba. Oui, mon âme. Parce que souvenez-vous, Cuba nous a aidés. Et obtenir l'indépendance en tant que pays, nous avons une rue Fidel Castro, qui est bien sûr nommée d'après le commandant, la Fidel Castro. Oui, donc, nous devons beaucoup à Cuba. Mais malheureusement, nous n'avons pu les payer qu'en adoptant des noms de rues et des lieux à la Havane. Pourquoi les gens quittent-ils le village pour essayer de trouver du travail dans leur région ou ailleurs pour subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille? Ici, parce que malheureusement, il n'y a rien dans le village. La plupart des villages n'ont pas d'école, pas d'agriculteurs ni d'industrie. C'est pourquoi les gens viennent dans les régions d'Abon dans l'espoir de trouver un emploi. Mais parlez-nous plus en détail de cet endroit. Vous voyez que les gens fuient votre village, bien qu'ils y aient une parcelle de terre. Ils ont essayé de cultiver quelque chose là-bas, mais la récolte a échoué, parce qu'il y a eu une sécheresse. Et maintenant, les gens sont prêts à vivre même dans ces bidonvilles, plutôt que de retourner au village à leur parcelle de terre. Et vous essayez de leur donner encore plus de terre en espérant quoi? Que la sécheresse se termine? Peu probable. Va là-bas, dans un coin reculé, là t'attends ta parcelle de 9 hectares cultivables. Où est-elle? Je suis ici, elle est là-bas. Comment vais-je y vivre? Là-bas, on ne sait pas. Peut-être qu'il n'y a personne à proximité. Le pays est désertique. On t'y enverra. Nous avons vu de tels endroits. Tu roules sur la route. Là-bas, une tente survit sans eau. C'est incompréhensible de vivre loin de la ville ou d'un village. Si quelqu'un arrivait au pouvoir et disait aux gens, comme Pol Pot, et qu'il disait aux gens « j'ai un morceau de terre pour vous, allez simplement le cultiver », les gens diraient « non, je ne veux pas retourner à la campagne, je veux avoir une place en ville ». Il n'y a pas une demande incroyable pour cette terre. La demande est pour que les gens trouvent une place en ville. La demande est pour le logement. La demande est pour des emplois. La demande est pour l'accès aux services.
Donc l'activité courante en Namibie est un chabin. C'est essentiellement un endroit où l'on vend de l'alcool. Les gens viennent là, écoutent de la musique, ils boivent, parce que c'est l'une des entreprises les plus faciles à démarrer. Et c'est simplement dû au fait que la plupart de nos gens, qui sont majoritairement noirs, ne peuvent pas obtenir de prêts pour démarrer les entreprises qu'ils souhaitent réellement créer. Donc ils vendent essentiellement de l'alcool juste pour pouvoir se nourrir eux-mêmes et leurs enfants. Ainsi, ces personnes ne peuvent pas obtenir d'emploi et c'est pourquoi elles se tournent vers le commerce de rue. Certains d'entre eux, vous seriez surpris si vous les interviewiez, vous découvririez qu'ils ont des diplômes. Mais malheureusement, en raison des circonstances, ils sont contraints de commencer à vendre des produits dans la rue. Dans cette zone, vous avez des policiers qui vivent ici, vous avez des soldats qui vivent ici, vous avez des enseignants qui vivent aussi ici. En fait, les gardes du corps du président et des ministres vivent ici. Et le président s'en fiche vraiment encore. Soucié de quoi? Que son garde du corps, peut-être, mais il pourrait être mécontent de vivre ici. Mais c'est ça, vous savez, nos gens, quand ils sont formés, ils sont conditionnés à obéir et à suivre les ordres. Et c'est là que, dans la plupart des pays, nous voyons des coups d'État. Parce que les gens qui vous gardent sont aussi pauvres. Et finalement, ils finissent par vous renverser. En tant que gouvernement, parce qu'ils voient que vous ne vous occupez pas des besoins du peuple. Évidemment, il y a d'énormes problèmes avec le parti au pouvoir. Le pays est très pauvre en matière de logement. Le pays est pauvre en matière de travail. Il y a une pauvreté terrible. Mais comment cette pauvreté est-elle liée à la terre? Elle n'est liée d'aucune manière, dit le gouvernement. Parce qu'il a une stratégie pour lutter contre la pauvreté. Et il est clairement écrit là que l'agriculture est trop faible pour être la base de la prospérité. De plus, dans 25 ans, la plupart des gens vivront dans les villes. Donc la révision des terres ne donnera rien. Mais cela concerne l'économie. Et en politique, les gens disent que soutenez-vous et quelles sont vos positions sur les sujets importants et comment envisagez-vous de les aborder. Il y a des gens, il n'y a qu'un seul parti en lequel je crois, Awinu, les colonisateurs et le parti au pouvoir, qui a longtemps dominé la scène politique, perd progressivement ses voix. C'était très certain pour beaucoup, malgré les hésitations et les gars font du bruit. Mais cela n'est jamais arrivé ici, parce que nous sommes un grand pays et nous avons seulement environ 3 millions de personnes. Et tous les gens ont un lien avec l'agriculture. Peut-être que c'est un membre de la famille, peut-être que c'est un ami. Donc, en fait, je pense que nous n'avons pas de problème avec ça et nous avons cette relation. Je dis toujours que nous travaillons pour la banque et pour les investisseurs. Vous ne faites aucun profit. Nos voitures vieillissent. Mon vélo a maintenant 420 000 km au compteur. Mais nous aimons ce que nous faisons et nous avons une bonne vie. Nous profitons de la nature. Mais c'est agréable de voir le soleil se coucher, le soleil se lever à l'heure dorée. C'est très agréable. On aime la Namibie, on aime l'agriculture. En 2024, la gauche allait probablement s'introduire dans le gouvernement. Certainement parce que, dans un avenir proche, le gigantesque, au moins environ 25 à 36. Donc, nous ne serons même pas séparés. La stratification de la propriété était terriblement ennuyeuse. C'était le bon calcul. Les jeunes ont vraiment voté contre le parti au pouvoir. Le SWAPO a à peine dépassé les 50% des électeurs. C'est le pire résultat de son histoire. Mais les voix de protestation n'ont pas été laissées. Elles ont quitté les partis avec un programme moins radical. Et le mouvement des sans-abri n'a pas obtenu 25 sièges au Parlement. Ils avaient 4 sièges, maintenant 5. La perspective de devenir agriculteur et de travailler sur leurs terres n'est pas si attrayante pour la majorité noire. Mouchalela, qui était avec nous aujourd'hui, comment vous a-t-il impressionné? Oui, je pense qu'il était assez désireux de nous parler en afrikaans, remarquant que nous venons d'Afrique du Sud. Donc il a certainement tendu la main vers nous. Et il est très jeune, cependant.
mais il m'a semblé bien comme un bon communicateur, je dirais. Il aimerait faire à la manière zimbabwéenne. Pensez-vous que des gens comme lui pourraient réussir ici en Namibie? Je ne pense pas qu'ils aient le nombre pour le faire de force s'ils le veulent. Je ne serai pas trop préoccupé par eux, mais je serai préoccupé par le SWAPO. Commencer à prendre des terres. Juste pour, vous savez, pour reconquérir l'agenda, afin que... Et gagner du soutien. Ici, André a deviné. Dans la République sud-africaine voisine, le président a soudainement signé une loi sur la confiscation des terres sans aucune compensation. Bien sûr, il n'est pas écrit là-bas « Prenons les terres des fermiers blancs ». Mais puisque les blancs y possèdent 7% de toutes les terres agricoles, il est clair de quoi il s'agit. Et puis soudainement, le président des États-Unis, Donald Trump, a commencé à bombarder. Il a écrit sur son réseau social que l'Afrique du Sud va très mal. Très mauvais, il traite mal certaines personnes. Cela signifie qu'ils arrêtent toute aide financière à l'Afrique du Sud pour une période indéfinie. Et Donald Trump a invité les fermiers blancs sud-africains à vivre et travailler aux États-Unis. Et ils ont poliment refusé, avec beaucoup de respect. Parce que même selon les normes occidentales, ils ont un très bon niveau de vie aux États-Unis. Mais notez, dès que le parti au pouvoir a commencé à perdre le monopole du pouvoir, il a immédiatement lancé une série de garanties aux fermiers blancs. Villa Chrysler. Et si l'UR décide vraiment de faire comme au Zimbabwe, les conséquences seront énormes. Dans la Révolution, le leadership peut être capturé par des forces complètement différentes. Il y a des leaders sans veste ni cravate. Et vous avez vu ces leaders.